Cher auditeur, nous vous invitons à découvrir la biographie d'André Agassi, l'un des athlètes les plus aimés de l'histoire et l'un des hommes les plus doués à avoir jamais foulé un court de tennis. Agassi est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté les 7 titres les plus prestigieux du tennis en simple messieurs. Il a atteint la première place mondiale. Mais qu'y a-t-il derrière son succès? Les déboires, les victoires, les rivalités, les colères, les aventures amoureuses, les trahisons, les attaques de la part des médias, l'équipement, les lettres des fans, les matchs joués à contre-cœur et les crises de larmes, ce n'est qu'une petite partie du chemin difficile de l'athlète. Ce livre audio vous ira droit au cœur. Plongez-vous à fond dans cette histoire touchante du succès. Mon père m'aborde dans la cuisine. Il dit qu'il veut me parler. Je me demande s'il est au courant de cette histoire de bière. Il me dit de m'asseoir à table et s'installe en face de moi. Un puzzle de Norman Rockwell inachevé nous sépare. Il me parle d'un article qu'il a lu récemment dans 60 minutes. Il y a question d'un internat de formation au tennis sur la côte ouest de la Floride, près de Tampa Bay. C'est la première école du genre, dit mon père. Il s'agit d'un camp d'entraînement pour jeunes joueurs de tennis, et il est dirigé par un ancien parachutiste nommé Nick Bollettieri. Et alors ? Et alors, tu vas y aller. Quoi ? Tu ne progresses plus ici, à Las Vegas. Tu as déjà battu tous les joueurs du cru. Tu as battu tous ceux de l'Ouest, André. Tu as battu tous les joueurs de l'université du coin. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Mon père n'explicite pas clairement son choix, mais il est évident qu'il est décidé à appliquer une autre méthode avec moi. Il ne veut pas refaire les erreurs qu'il a faites avec ses autres enfants. Il a gâché leur jeu en les gardant sous sa coupe si autoritaire pendant trop longtemps, et du même coup il a empoisonné ses relations avec eux. Les choses allaient tellement mal avec Rita qu'elle vient de se sauver avec Pancho González, la légende du tennis. Il a au moins 30 ans de plus qu'elle. Mon père n'a pas envie de me brider, de m'abîmer ou de me détruire. C'est pourquoi il me bannit. S'il m'envoie au loin, c'est en partie pour me protéger de lui-même. « André, dit-il, il faut que tu manges, que tu dormes, que tu boives le tennis. C'est la seule façon de devenir numéro 1. Je bois, je mange et je dors déjà le tennis. Mais ce qu'il veut, c'est que j'aille faire tout cela ailleurs. » Et combien coûte cette académie de tennis ? Environ 12 000 $ par an. On ne peut pas se payer ça. Tu n'y vas que 3 mois. Cela fait 3 000 $. Même ça, c'est encore trop cher. C'est un investissement. Sur toi. On s'arrangera. Je ne veux pas y aller. Il me suffit de regarder le visage de mon père pour savoir que c'est déjà décidé. Fin de la discussion. Je m'efforce de voir le bon côté des choses. Cela ne va durer que 3 mois. Je peux supporter n'importe quoi pendant 3 mois. Et puis, après tout, pourquoi serait-ce si terrible ? Ce sera peut-être comme l'Australie. Ce sera peut-être amusant. Il y aura peut-être des avantages insoupçonnés. Peut-être que cela me plaira de jouer dans une équipe. Et l'école ? Je suis au milieu de ma 5e. Il y a une école dans la ville voisine, dit mon père. Tu suivras les cours du matin, puis tu joueras au tennis l'après-midi et la soirée. Cela me paraît brutal. Quelque temps après, ma mère me raconte que le reportage de 60 minutes était en réalité un portrait-charge sur Bollettieri et que le journaliste avait introduit le personnage en lançant la question suivante. Seriez-vous prêt à payer 12 000 $ par an pour que cet homme exploite votre enfant ? Pour mon départ, on donne une fête au Cambridge. Monsieur Fong a l'air sinistre. Perry semble au bord du suicide et mon père paraît perplexe. Et on est tous là, à manger du gâteau. On joue au tennis avec des ballons, puis on les fait éclater avec une épingle. Tout le monde me tape dans le dos en me disant que je vais drôlement prendre mon pied. Ouais, je sais, et je suis sacrément impatient de rencontrer les mecs de Floride. Mon mensonge ressemble à un coup délibérément raté, comme une balle frappée sur le cadre en bois de ma raquette. À mesure que le jour de mon départ se rapproche, je dors de plus en plus mal. Je me réveille en sursaut, en me débattant, couvert de sueur et entortillé dans mes draps. Je perds l'appétit. Tout à coup, l'expression « mal du pays » me semble parfaitement claire. Je ne veux pas quitter la maison, mon frère et mes sœurs, ma mère, mon meilleur ami,
Malgré les tensions qui règnent chez moi et malgré la terreur que je ressens parfois, je donnerais n'importe quoi pour rester. Si mon père m'a causé beaucoup de souffrance, il a toujours été auprès de moi. Il était toujours là, dans mon dos, et maintenant il n'y sera plus. Je me sens abandonné. Je croyais ne rien vouloir plus ardemment que de me libérer de lui, et maintenant qu'il m'expédie au loin, j'ai le cœur brisé. Pendant les derniers jours que je passe à la maison, j'espère encore que ma mère va venir à ma rescousse. Je l'implore du regard, mais elle se détourne avec l'air de dire « Je l'ai vu détruire 3 gamins, tu as de la chance de pouvoir filer pendant que tu es encore entier. » Mon père m'emmène à l'aéroport. Ma mère aurait voulu venir, mais elle ne peut pas manquer un jour de travail. Perry prend sa place. Il n'arrête pas de parler tout le long du trajet. Je n'arrive pas à savoir qui de nous deux il essaie de réconforter. « C'est seulement pour 3 mois, dit-il. On va s'envoyer des lettres, des cartes postales. Oh, tu vas voir, tout va bien se passer. Tu vas apprendre plein de choses. Peut-être bien même que je viendrai te voir. » Je repense à Visiting Hours, ce film d'horreur débile que nous avons regardé le jour où nous sommes devenus amis. Perry se comporte exactement comme ce jour-là, comme il se comporte toujours quand il a peur. Il n'arrête pas de se tortiller et de sauter sur son siège. Quant à moi, je réagis à ma manière. Un chat dans une fosse pleine de chiens.